Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui fait pas mal parler, l'entreprise libérée. Alors, simple effet de mode ou est-ce que c'est vraiment une révolution dans notre façon de voir le travail? C'est la question qu'on va explorer ensemble. Allez, pour commencer, il faut qu'on pose un peu le contexte. Parce que si on parle autant de ce nouveau modèle, eh bien c'est tout simplement parce que le système, disons plus classique, il semble vraiment arriver au bout de sa course. Et là, on entre dans le vif du sujet. Avec cette question, une question que beaucoup de monde se pose, franchement, cette fameuse structure pyramidale, vous savez, un héritage direct du taylorisme, avec tous ces échelons, ce contrôle constant, cette bureaucratie. Est-ce que tout ça a encore vraiment sa place aujourd'hui? Et ce décalage, il est assez frappant. D'un côté, on a l'organisation classique, on prescrit, on contrôle, et résultat, c'est lent. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? De la réactivité, de l'innovation, de l'autonomie. On voit bien que ça ne colle plus, le conflit est là, noir sur blanc. Alors, qu'est-ce qui pousse vraiment à ce changement? En fait, il y a deux grands moteurs. Le premier, c'est l'économie elle-même. Avec le numérique, tout va plus vite, il faut être super réactif, innovant, et les vieilles structures, elles ont du mal à suivre, c'est clair. Et le deuxième moteur, qui est peut-être encore plus important, ce sont les gens. Les aspirations des salariés ont complètement changé. On cherche du sens, on veut des responsabilités, de la reconnaissance, tout ce que le modèle hiérarchique a un peu tendance à écraser finalement. Bon, face à ce constat, une alternative, et elle est assez radicale, a commencé à émerger. C'est l'entreprise libérée. Alors, voyons voir un peu plus en détail ce que ça signifie exactement. Et là, attention, il y a une nuance qui est super importante. On ne parle pas de libérer l'entreprise, mais bien de créer une entreprise qui est libératrice pour les gens qui y travaillent. C'est toute la différence. En gros, l'idée, c'est de passer d'un monde où on vous dit quoi faire et comment le faire, à un monde où on vous fait confiance, où on vous donne les clés pour agir et prendre des initiatives. C'est un vrai changement de posture. D'ailleurs, Isaac Getz, qui est un peu le grand théoricien du sujet, il résume ça très bien. Pour lui, c'est un assemblage d'équipes autonomes qui fonctionnent librement. On oublie la pyramide et on imagine plutôt un réseau, un ensemble d'équipes qui s'autogèrent. C'est un changement de paradigme complet. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, au quotidien, comment ça marche? Pour bien comprendre, on peut décomposer le modèle en 4 grands piliers. C'est vraiment ce qui soutient toute la structure. Alors, ces 4 piliers, quels sont-ils? Eh bien, on a la stratégie, la structure de l'organisation, la façon de prendre les décisions et enfin, la gestion des ressources humaines. On va regarder ça point par point. Allez, on commence avec le premier pilier, la stratégie. Et là encore, on va voir que la logique est complètement inversée par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. L'idée, c'est qu'au lieu de passer son temps à regarder ce que font les concurrents, on se concentre sur ses propres forces, en interne. On mise tout sur l'intelligence collective, sur les compétences des équipes. La stratégie devient donc proactive. On n'est plus juste en train de réagir. Et il y a un autre point qui est fondamental, le profit. Ici, le profit n'est plus vu comme le but final, mais plutôt comme un indicateur, un signe que l'entreprise est en bonne santé et que la stratégie fonctionne. C'est subtil, mais ça change tout. On enchaîne avec le deuxième pilier, la structure. Et là, c'est sans doute le changement le plus spectaculaire, le plus visible de l'extérieur. Alors, comment ça se présente? Eh bien, fini la grande pyramide hiérarchique. L'organisation, elle est éclatée en petites unités, des groupes autonomes. Et ce qui est malin, c'est que les fonctions support, la logistique, les RH, etc., sont souvent intégrées directement dans ces groupes. Ça renforce encore leur autonomie. La hiérarchie est donc très très plate. Et le leader d'un groupe? Il n'est pas nommé par un chef, non, il est choisi par ses collègues, par cooptation. Troisième pilier, et pas des moindres, la prise de décision. Le principe est simple, le pouvoir est donné au terrain. L'idée, c'est que la meilleure personne pour prendre une décision, c'est celle qui est au plus près de l'action, celle qui sait. On donne donc une autonomie quasi totale à ceux qui sont sur le terrain. Mais alors, comment on s'assure que ça ne parte pas dans tous les sens? Eh bien, ça repose sur un processus en 3 temps. D'abord, l'autonomie. Mais pour être autonome, il faut de l'info. Donc, la transparence, c'est total. Tout le monde a accès aux données. Ensuite, la subsidiarité. C'est un mot un peu technique pour dire une chose simple. La décision est prise au niveau le plus pertinent, par la personne la plus compétente, celle qui est sur le terrain. Et enfin, pour éviter les erreurs, il y a la validation par les pairs. Au sein du groupe, on discute des idées, on challenge les actions. C'est un garde-fou collectif qui responsabilise tout le monde. Et on arrive au 4e et dernier pilier qui concerne les ressources humaines, ou plutôt devrais-je dire la gestion de l'humain. Parce que là aussi, la philosophie change du tout au tout. Ici, le mot d'ordre, c'est la confiance. Le management se doit d'être participatif, basé sur le respect.
On ne cherche plus à recruter des hyper-spécialistes coincés dans une fiche de poste. Non, on valorise la polyvalence, la capacité à toucher à tout. Et ça se voit même dans la politique salariale. Les écarts de salaire sont bien plus faibles et les primes, elles sont toujours collectives, jamais individuelles. Le but, c'est de souder l'équipe, pas de créer de la compétition interne. Le tableau est assez séduisant, n'est-ce pas? Mais comment on met ça en place concrètement? Parce qu'on s'en doute, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est même assez compliqué et il y a des conditions sine qua non pour que ça marche. En fait, il y a 2 conditions qui sont absolument indispensables. La première, c'est la volonté du dirigeant. La transformation, elle doit venir d'en haut. Le leader doit être le premier à y croire et surtout à accepter de lâcher une partie de son pouvoir. C'est souvent le plus difficile. La deuxième condition, c'est d'avoir des actionnaires qui sont sur la même longueur d'onde, qui soutiennent cette vision sur le long terme. Parce que ce n'est pas un projet qui donne des résultats en 3 mois. Mais attention, il ne faut pas être naïf. Ce modèle, aussi attirant qu'il puisse paraître, il a aussi ses zones d'ombre, ses risques. C'est important d'avoir un regard critique et de peser le pour et le contre. D'un côté, les promesses sont belles. On parle de plus de performance, d'une meilleure résilience face aux crises et bien sûr de plus de bonheur au travail. Mais de l'autre côté, il y a les risques. Parce que moins de hiérarchie, ça ne veut pas dire moins de contrôle. Ça peut même être pire. Un contrôle social très fort peut s'installer entre collègues. Et ça peut générer une pression psychologique énorme et parfois même ouvrir la porte à des jeux de pouvoir ou de la manipulation. Alors, au final, que retenir? L'entreprise libérée, est-ce une belle utopie, un truc qui marche pour quelques boîtes un peu à part, ou est-ce que ça dessine vraiment le futur du travail pour tout le monde? Honnêtement, la question reste ouverte. Mais une chose est sûre, elle nous force à nous interroger, à réfléchir au type d'entreprise dans laquelle on a envie de travailler demain.